Donc, Madame Olivieri, Monsieur Lachance, bienvenue à l'Assemblée nationale. Je vais vous demander de vous présenter et vous allez avoir un temps maximal de 10 minutes pour nous faire votre exposé. Par la suite, suivra un échange avec les membres de la commission. Donc, la parole est à vous. Bonjour, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Mesdames et Messieurs les députés. Je me présente, je suis Rina Olivieri, cofondatrice et copropriétaire avec Yvon Lachance de la librairie Olivieri. Depuis que nous avons ouvert la librairie en 1985, nous avons été témoins des changements majeurs dans le commerce de détail et de mutations importantes dans le monde du livre. Malgré tous les efforts que nous avons faits individuellement et collectivement pour nous adapter aux nouvelles réalités, nous constatons aujourd'hui qu'une mesure s'impose pour augmenter la rentabilité des librairies indépendantes. Notre commerce est réellement en péril, le réseau des librairies est extrêmement fragile et l'avenir du livre culturel est compromis. La situation est urgente. Nous croyons que le prix réglementé est une condition de base pour que les librairies retrouvent l'équilibre nécessaire à tout commerce, soit d'avoir des ventes faciles pour soutenir les ventes plus difficiles. Nous aimerions tout d'abord vous présenter notre librairie parce que nous sentons toujours un malaise lorsque vient le temps de parler des librairies indépendantes. On parle de nous comme de petites librairies, de librairies traditionnelles, de librairies de quartier. Ce malaise témoigne de la très grande diversité de la librairie indépendante. Olivieri, dans sa singularité, est emblématique de cette diversité. Olivieri, c'est d'abord une librairie indépendante, c'est-à-dire un commerce qui ne dépend pas, pour sa capitalisation, d'entreprises qui ont d'autres finalités que le livre ou d'entreprises dont les objectifs sont d'abord et avant tout d'ordre financier. Cet état de fait est selon nous extrêmement important puisqu'il oriente nos politiques commerciales. C'est cette condition qui nous permet, puisque c'est là notre mission, de prioriser des objectifs culturels sans jamais, bien sûr, ignorer que nous évoluons dans un marché. Pour le reste, il faut bien l'avouer, nous sommes extrêmement dépendants. Nous avons fondé Olivieri avec l'intention de pratiquer un métier culturel. Le défi était, et est toujours, de développer l'art de vendre ce que nous jugeons utile d'être lu et de trouver les livres qui répondent aux attentes culturelles et émotives du public. En constant questionnement sur notre métier et l'évolution du marché, nous sommes devenus depuis 1998 une librairie bistrot, occupant une superficie de 6 500 pieds carrés, employant 30 personnes, dont 15 à la librairie, avec en rayon entre 40 000 et 50 000 titres. Et bien que nous ayons développé ce concept de librairie bistrot, la vente et la promotion du livre demeurent notre principale activité. Elle représente 70 % de nos ventes qui se sont élevées l'an dernier à 3 millions de dollars. Nous desservons la clientèle de Côte-des-Neiges, le quartier le plus multiethnique de Montréal, mais nous avons des clients qui viennent d'autres quartiers, d'autres régions du Québec et un peu partout dans le monde. Nous organisons plus d'une centaine d'événements par année, grâce auxquels nous rendons accessible au public des auteurs d'ici, connus ou nouveaux. Nous organisons des soirées pour mettre en valeur les littératures des différentes communautés culturelles et nous invitons des auteurs internationaux. Les livres sont pour nous l'occasion d'organiser des causeries autour de différents enjeux contemporains, tels l'éducation, la laïcité, et pour exposer des réflexions philosophiques ou politiques. C'est également autour de livres que nous présentons des sujets comme l'accord Mévin, le tai chi, l'éducation des enfants, la scoliose. Ces rencontres attirent en moyenne une centaine de personnes, rencontres que nous rendons disponibles sur Internet. Nous sommes aussi à l'extérieur de la librairie, dans des colloques, dans des écoles, dans des festivals. Nous fournissons les livres aux étudiants du primaire, secondaire, collégial et universitaire. Nous sommes membres d'un regroupement de librairies indépendantes du Québec pour la vente en ligne du livre papier et numérique. Et évidemment, nous offrons les services de recherche, conseil et de commande que font les librairies en général. Comme vous le constatez, la librairie telle que nous la concevons et la pratiquons est bien autre chose qu'un endroit où l'on empile des livres pour les vendre. Mais ces activités culturelles et commerciales que nous venons de décrire, nous les effectuons en plus du travail traditionnel de la mise en marché, en ligne ou en magasin, de plus de 25 000 nouveautés par année. Concrètement, cela signifie appréhender, sélectionner, présenter et vendre ou retourner chacun de ces titres. Nous devons également gérer avec une extrême rigueur un inventaire de plus de 600 000 $, ce qui signifie concrètement
connaître et sélectionner 50 000 livres parmi les 700 000 disponibles. Par ailleurs, notre librairie contribue activement à la vitalité économique et culturelle du quartier Côte-des-Neiges et à la qualité de vie de ses habitants. Voilà ce que nous faisons et ce que font la majorité des librairies indépendantes. Nous sommes loin de la librairie traditionnelle dont le modèle d'affaires n'aurait pas changé depuis des décennies et qui voudrait simplement préserver le statu quo. Ce que nous sommes et voulons préserver, ce sont nos commerces culturels de proximité que nous jugeons essentiels à la vie démocratique, au développement d'une culture commune et au débat public. Toutefois, le choix que nous avons fait d'être une librairie culturelle est un choix qui devient de jour en jour plus difficile, mais aussi un choix que banalisent les milieux économiques dans leurs études. Olivieri, comme beaucoup d'autres librairies indépendantes, est en difficulté. Les coûts auxquels nous devons faire face sont énormes et malgré la marge brute qui nous est octroyée, nous peinons à faire des bénéfices. Est-ce notre modèle d'affaires qui est inadéquat? Le modèle d'affaires des grandes surfaces est sûrement excellent, mais il n'est pas certain qu'il soit un bon modèle pour la diffusion de la culture et particulièrement de la culture québécoise. Je prends le relais maintenant. Concrètement, comment une réglementation comme celle-là, d'après nous, pourrait aider une librairie comme la nôtre? D'abord parce que cette loi nous permettrait de garder, je dis bien de garder et pas d'attirer, une partie des ventes des best-sellers. La réalité en milieu urbain, qui est la nôtre, pour laquelle nous avons des exemples quotidiennement, c'est celle de clients qui viennent à toutes les semaines acheter une partie de leurs livres et qui attendent la fin de semaine pour acheter des livres de consommation courante ou aller sur des sites où on pratique des rabais. Si seulement une vingtaine de best-sellers nous revenaient chaque année, cela augmenterait directement notre profit net puisque nous n'aurions aucune dépense supplémentaire associée à ces ventes. Cette vingtaine de livres à 25 $ vendus à 100 exemplaires peut contribuer à augmenter notre profit. De plus, comme ces livres sont vendus avant d'être payés aux fournisseurs, contrairement à la grande majorité des autres titres, notre trésorerie s'en trouverait grandement améliorée. Comme pour le commerce de détail en général, nous savons que 80% de nos ventes se font avec 20% du stock. Ensuite, elle nous prémunirait contre une éventuelle guerre de prix qui à coup sûr tuerait la librairie indépendante. Nos marges, comme l'indiquent plusieurs analyses, ne nous permettent pas de survivre à une telle guerre. Elle aurait l'avantage d'être une mesure transparente. Le prix affiché l'est au vu de tous, ce qui facilite grandement le contrôle et l'application d'une telle loi. Et finalement, une réglementation qui intervient en aval de la chaîne, comme le fait d'ailleurs la loi 51, a des répercussions sur l'ensemble des maillons de cette chaîne. J'aimerais pour terminer dire un mot sur l'accessibilité. De quelle accessibilité au juste parle-t-on? Nous aimerions revenir rapidement sur l'argument défendu par les milieux d'affaires. Réglementation égale hausse de prix, égale baisse de vente, égale baisse de l'accessibilité. Mis à part le fait que certains économistes n'arrivent pas aux mêmes conclusions, comme la très belle contribution de M. Ménard, il est troublant de constater que ceux qui défendent cette position ne s'attardent jamais sur le fait que cette hausse de prix ne touche en fait qu'une infime quantité de titres, soit tout au plus 500 titres sur les 30 000 nouveautés mises en marché. Selon les chiffres de l'Institut de la statistique du Québec, et tout à l'heure vous demandiez d'où venait le 11 %, c'est de l'Institut de la statistique du Québec, 11 % des ventes totales se font dans les grandes surfaces. Comme il nous apparaît, et la majorité des ventes se fait en librairie, selon le même institut. Comme il nous apparaît clair que l'absence de réglementation appauvrit et met en péril l'existence de la librairie, cela a donc effet de pénaliser la très grande majorité des acheteurs. Ceux et celles qui ont fait le choix de lire autre chose que quelques best-sellers, et je ne parle pas de livres réservés à une élite, mais de milliers de titres accessibles à tous. Ce sont ces gens-là qu'on pénalise. Et croyez-moi, ce ne sont pas les plus riches. On entend aussi dire qu'une telle loi représenterait une taxe à l'ignorance qui toucherait les plus démunis. Attardons-nous un instant à cet argument-là. Ne trouve-t-on pas étonnant d'entendre dire que l'accès à la connaissance passe par la lecture de quelques best-sellers, alors qu'au même moment, nous savons que la librairie est en péril? N'est-il pas inquiétant de savoir que les seuls livres auxquels ces lecteurs ont accès sont ces quelques best-sellers? Si le but est, comme on le prétend, de favoriser l'accès aux livres pour ceux qui lisent peu ou qui n'en ont pas les moyens, pourquoi ne pas leur venir en aide par des mesures qui leur permettraient d'avoir accès non seulement à ces best-sellers, mais à l'ensemble des livres, à tous les livres? Pour terminer, je dirais que nous croyons chez Olivieri fermement qu'une collectivité peut décider de soutenir un certain type de commerce si elle considère le faire
pour le bien-être de l'ensemble ou le bien-être de la majorité. Merci. Merci beaucoup. Nous allons débuter les échanges et c'est Monsieur le ministre. Non, Monsieur le député de Bonaventure, vous débutez. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, bienvenue. Vous avez dit tout à l'heure que au niveau de la rentabilité de votre entreprise, vous avez une certaine problématique. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez depuis peu ou il y a une progression, une régression de votre chiffre d'affaires? Pouvez-vous nous faire un topo là-dessus? Il y a une érosion, bien sûr, du chiffre d'affaires depuis les transformations qu'on connaît, que ce soit la vente en ligne et bien sûr les grandes surfaces. Cette érosion, c'est-à-dire qu'on a réussi à la rattraper par la quantité de démarches, comme vous avez pu voir qu'on fait. On est partout à la fois. Et cependant, être partout à la fois est très exigeant. Les dépenses sont très élevées. Les dépenses principales des commerces de détail, c'est le loyer et le personnel. Et le personnel est d'autant plus coûteux dans une entreprise qui nécessite beaucoup de manipulation et de travail dans le détail. Donc, notre chiffre d'affaires s'est maintenu, mais c'est difficile de l'augmenter alors que les coûts augmentent. Et on pense que si on allait chercher une part des livres qu'on vendait déjà, parce que ça fait 27 ans qu'on est là, on a vu très bien l'érosion des best-sellers. Des livres qu'on vendait à 150 copies se vendent maintenant à 10 copies, ou quand le livre arrive chez Costco, on le voit du jour au lendemain, les ventes cessent. Ces livres-là sont vendus et leur profit brut devient pour nous un profit net, parce qu'il n'y a aucune dépense qui sont liées. Quand tu as une pile de livres, il n'y a aucune dépense qui est liée à ça. Tu mets la pile de livres, est vendue. Ce qui est extrêmement différent de faire une recherche bibliographique pour une école qui veut des livres pour les enfants, pour leur recherche. Ce qui est un tout autre travail qu'on considère tout aussi important. Mais là, c'est comme si le beurre nous était enlevé, tout simplement. C'est une logique assez simple. Est-ce que je peux faire un commentaire? Il y a une image qui m'est venue quand on s'en venait de Montréal en autobus. C'est comme si le travail qu'on fait, nous, c'est un peu, pour vendre des livres, un travail de recherche et de développement. Et c'est donc, on lit les livres, on fait ça le soir, on fait ça la fin de semaine, on travaille, on cherche. Et quand on a trouvé un livre parmi tous ceux qui sont là, qui, d'après nous, peut devenir un best-seller, tout d'un coup, on a une entreprise qui vient nous prendre ça, comme si on était un sous-traitant, et sans rétribution, elle va vendre seulement ce produit-là. Alors, tout le travail qu'on a fait, nous, en amont, pour essayer de développer, pour trouver, pour l'extraire, pour tout ça, tout d'un coup, flac, on se fait couper l'herbe sous le pied, et des gens la prennent et ne vendent que ça. Et c'est cette partie-là du travail qui est extraordinairement exténuante. On sait qu'aucun best-seller n'est né chez Costco, ni même chez Amazon. Les best-sellers sont nés en librairie. Mais après, on les perd. Monsieur le député de Bonaventure. Quel portrait vous pouvez brosser de votre entreprise en 5 ans, s'il n'y a pas de réglementation et si on... Dans un an, OK? Le portrait que vous imaginez. C'est-à-dire que la situation est très précaire et les gens qui étaient là avant nous l'ont dit. Ce dont on a besoin en ce moment, nous, c'est qu'on nous donne un peu d'air pour pouvoir mettre en place des stratégies pour contrer les mutations. On parle de vente en ligne, on parle toujours, quand on parle de vente en ligne, de la diversité des nombreux titres qu'on trouve sur Internet. C'est vrai, mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a une diversité de sites aussi. Il y a une diversité de manières de les présenter. Tous les sites ne sont pas pareils. Nous, ce qu'il nous faut, et ce dont on est certain d'être capable de faire, c'est, si on nous donne le temps, on est capable, avec le regroupement, entre autres, qu'on a, l'ELIC et l'espèce d'expertise qu'Olivieri peut apporter, on est capable, nous, de montrer de nouvelles manières de présenter des livres. Et de cette façon-là, par cette nouvelle manière-là, c'est d'autres livres qu'on va faire apparaître, c'est d'autres livres qu'on va faire ressurgir. Et ce travail-là, c'est ça qu'on veut faire, mais il faut en avoir les moyens. Excusez-moi, je me suis... Monsieur le député de Saint-Hyacinthe. Madame la Présidente, bonjour. Ma question va être assez simple. Je suis allé voir votre site sur la Côte-des-Neiges.
Avez-vous un public cible que vous visez, particulièrement votre librairie, ou si ça touche toutes les catégories, ou en plus, je m'aperçois que vous donnez aussi des bonus, des bonus de 10% à certains endroits. Je veux savoir comment vous faites pour arriver, si vous, en plus, vous donnez des bonus. En tout cas, je veux savoir. De quel bonus vous parlez? Ben, vous voyez ça sur votre site Internet, des rabais de 10% à certaines occasions. D'abord, on n'a pas de site Internet. On est sur Facebook, mais on n'a pas de site. On travaille avec Rue des libraires. Et on a une carte de fidélité, comme la plupart des librairies indépendantes, c'est-à-dire qu'après l'achat de 10 livres, il y a 10% de l'ensemble des achats qui sont donnés. On a peut-être fait une petite escompte avant Noël où il nous arrive de faire des petites promotions, mais on n'est pas du tout, on donne pas de remise. La clientèle qu'on a, pour répondre à votre question, est assez diversifiée, compte tenu de l'ensemble des propositions qu'on fait. Les événements qu'on fait visent justement à aller chercher dans vraiment tous les domaines les gens. On est extrêmement impliqué dans notre quartier. Donc, on a une clientèle multiethnique dans notre quartier. On est évidemment dans un quartier universitaire. On travaille avec les écoles. On a une clientèle générale. Merci. Avez-vous développé une stratégie dans votre librairie, mettons, pour empêcher ou pour fidéliser les gens chez vous, pour les empêcher d'aller dans les grandes surfaces? Pas les empêcher, mais essayer de contrer le fait que les gens aillent acheter un best-seller dans une grande surface, ou avez-vous... Très, très, très grande fidélité de notre clientèle. On a des cartes clients qu'on gardait avec nous. Maintenant, c'est informatisé. Mais il y a des gens qui viennent depuis 20 ans, 25 ans. On n'a pas de problème à fidéliser, mais c'est sûr qu'un client qui sait qu'un livre est à 30% moins cher, ils vont être gênés de nous le dire, quoique parfois ils le disent, ils vont acheter une majorité de leurs livres chez nous, mais ils vont garder ce client-là en pensant que c'est pas trop douloureux pour nous d'aller acheter leur dictionnaire, le livre de recettes ou, je sais pas, la grammaire chez Costco. C'est ça. OK, merci. On peut pas, oui, ce que je voulais rajouter, c'est que vous comprendrez qu'on peut pas leur expliquer à chaque fois, même s'ils en sont conscients, le rôle de la chaîne du livre, que s'ils vont acheter un livre ailleurs, ça peut nous nuire. Mais la fidélité est suffisamment grande pour que, dans différentes campagnes qu'on a faites, on ait le soutien de la clientèle. Au niveau de la réglementation, pour vous, ça serait une approche qui serait valable pour permettre à votre librairie ou aux petites librairies de pouvoir survivre ou de pouvoir souffler un peu plus. Le 9 mois ou le 10%, c'est établi comment chez vous? C'est comment? Le 9 mois, je trouve que c'est une mesure qui est en fait, il y a un consensus sur la question du prix réglementé. Ça peut être un compromis sur la question des modalités. Mais la vie d'un livre en ce moment, de nouveauté, il faut se rendre compte qu'elle est très, très courte. Beaucoup plus courte que quand on a commencé, nous, en 85, quand on a ouvert la librairie. Un livre se vend sur une très courte période de temps. Donc, le 9 mois nous apparaît tout à fait raisonnable pour nous permettre de garder ces ventes-là. On n'a jamais pensé, nous, que les gens allaient massivement, parce que je l'ai entendu beaucoup, les gens vont partir de chez Costco pour venir chez nous. C'est pas ça. On croit pas à ça. Ce qu'on croit, c'est que les gens chez Olivieri, qui viennent chez Olivieri et qui sont là, vont rester. On vous a dit dans la présentation qu'à la librairie, on a un bistrot, on a ouvert un bistrot. C'est un modèle qui est tout à fait unique. Il existe au Canada et aux États-Unis des librairies avec un café. En général, c'est des chaînes, et la librairie est elle-même une chaîne, le café est lui-même une chaîne, et nous, on a ouvert un bistrot qui nous appartient, qui fait un travail comme celui qu'on fait à la librairie en achetant des produits locaux, tout ça. Mais le bistrot, dans son esprit, a toujours été fait, et quand on l'a construit derrière la librairie, pour aussi attirer et encourager des gens à venir en librairie, à voir des livres. Les gens qui viennent au bistrot, et beaucoup le remarquent, ils nous disent « C'est amusant, on vient manger chez vous, et puis j'ai été obligé de traverser toute la librairie, j'ai vu les livres. » Et pour nous, ça a été une autre façon d'aller chercher des gens. C'est pour ça qu'on a du mal quand on décrit les librairies, qu'on dit petites, et ce qu'on a voulu dire, c'est que
dans la variété, il y a des librairies qui sont pas petites. On est vraiment des librairies, souvent, qui avons la taille même d'une librairie qui appartient à une chaîne. On a innové, on a des clients, par exemple, nous qui viennent d'Italie ou de France ou d'Espagne, qui nous disent « Votre librairie, il n'y en a aucune autre comme ça. On n'en a jamais vu une comme ça nulle part ailleurs. » Et ce qu'on dit, c'est que c'est ça aussi la diversité. La diversité permet que quelque chose comme Olivieri existe. Merci. Nous allons maintenant du côté de l'opposition officielle. Ça va? Oui. Madame la députée d'Acadie, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. C'est un moment, je pense, crucial dans ce dossier, cette commission parlementaire. Elle a été annoncée, elle a été attendue, elle s'est enfin tenue. Et là, c'est évidemment, on a écouté ce que les gens sont venus dire ici. Et je pense que c'est très éclairant. Le souhait que je pourrais faire, c'est de dire, bien, espérons que les commentaires qui ont été faits de part et d'autre soient bien rapportés et qu'il y ait une couverture de cette commission parlementaire-là. Moi, je pense que le rôle du libraire, bon, je l'ai dit plus tôt, c'est un rôle qui est essentiel dans notre société. Vous jouez un rôle de défenseur de la culture, vous jouez un rôle de promotion de la culture également. Vous faites partie de ce qui est essentiel dans une société libre et démocratique. Et hier, quelqu'un qui m'a offert quelqu'un qui fait du bénévolat dans une entreprise d'économie sociale, c'est une librairie de livres usagés. Et il m'a offert un cadeau, un livre d'Amine Malouf qui est intitulé « Les identités meurtrières ». C'est très d'actualité aujourd'hui. Mais je pense pas que j'aurais pu trouver ce livre-là dans une grande surface mais certainement qu'on peut le trouver encore dans des librairies indépendantes. En fait, il n'y a pas besoin d'être à rabais pour pas être cher, ce livre. Hein? C'est un livre de poche. Il était $3,50. Voilà. Alors, mais ce que je veux dire, c'est que s'il n'y avait pas eu ce rôle que des librairies indépendantes ont joué d'avoir ce livre-là, bien, le livre ne serait peut-être jamais venu au Québec. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je pense que vous comprenez votre rôle très, très bien. Vous comprenez votre rôle très, très bien. Maintenant, on parle souvent, puis c'est sûr que ça a été récurrent comme sujet, bon, on dit que c'est les gens qui vont dans les grandes surfaces, n'iront pas dans les librairies indépendantes, le transfert se fait pas. Mais est-ce que je vous ai bien compris? Vous nous dites, il y a des gens qui vont nous dire « Ah ouais, je l'ai vu ou je l'ai acheté à 25% de réduction. » Est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce qu'il y a des gens migrent? Est-ce que les gens qui fréquentent les librairies indépendantes migrent de plus en plus vers les parce qu'on nous a dit pour une partie de leurs achats. Oui. On nous a dit que c'est un achat compulsif. Les gens entrent dans les grandes surfaces, puis ils viennent acheter plein d'affaires, puis là, ils passent devant le dernier Harry Potter, puis ils l'achètent, puis... C'est drôle. On a dit... D'un côté, j'ai entendu dire, avec Internet, les gens sont de plus en plus informés dans leurs achats, et on nous dit en même temps que dans les grandes surfaces, c'est un achat impulsif. Ce qui est étrange. Ce qu'on dit, c'est que nous, les gens à la librairie, une partie de leurs achats est faite dans notre librairie, mais ils vont se réserver une part de leur panier d'achat en sachant que, en passant chez Costco en fin de semaine, je me souviens que le dictionnaire est moins cher. C'est ça, il doit être là, puis il va moins cher. Donc, ils retiennent. Cet achat-là qu'ils ne font pas en librairie, on n'est pas sûr qu'ils vont aller le faire là. Ils veulent le faire mais je ne suis pas sûr qu'ils le font. Et je suis persuadé que, dans beaucoup de cas, ce qu'on perd, c'est une vente, pas seulement nous, mais aussi Costco. C'est donc des ventes qu'on perd, parce que les gens retardent. À toutes les fois qu'on retarde des achats, la plupart du temps, l'achat ne se réalise pas, ou une partie seulement se réalise. Et ça, nous, on l'a vu souvent, parce que on voit quand les gens nous promettent de revenir comme ça ne se concrétise pas. Vous avez des gens qui vont magasiner, qui regardent des choses qui viennent de paraître, les best-sellers, et vont après aller voir, ou vont se dire, en allant faire mon magasinage dans une grande surface, je vais aller l'acheter là-bas parce qu'il va certainement être moins cher. Ils vont arriver avec une pile de livres à la caisse, ils vont regarder les dictionnaires, ils vont voir le mouvement de dire, des fois,
Ce qu'on dit, c'est parce qu'on les entend parler entre eux, là, qu'ils sont deux. Ils vont dire, tiens, je devrais prendre un dictionnaire. Et vous avez l'autre qui répond, attends un peu, je vais aller chez Costco jeudi, il est moins cher. C'est ça qu'on entend. Et ça, pour nous, comme on l'a dit tout à l'heure, ça nous prendrait très peu, finalement, pour avoir la rentabilité qui serait suffisante pour nous permettre d'être compétitifs et d'aller sur les nouvelles plateformes. Parce qu'on n'est pas complètement innocent aussi. On sait très bien qu'il y a une mutation des marchés, mais on pense qu'on est capable, nous, mais avec notre originalité, on est capable d'être sur les sites web et sur Internet. On est capable d'être sur la vente en ligne, mais en apportant une expertise que même Amazon n'a pas. Parce qu'Amazon, quand vous y allez, c'est pas un site conseil, c'est un site de statistiques de vente. On vous dit, vous avez acheté ça, et les autres qui ont acheté la même chose ont acheté ce livre-là. Mais ça, c'est pas du conseil. C'est une machine derrière qui fait des statistiques. Alors, si vous y allez une fois pour vous, puis 4 fois pour votre tante qui aime la musique western, la prochaine fois, on va vous conseiller de la musique western, bien que vous, la musique western, ça vous intéresse pas. C'est comme un conseil aveugle. Vous avez parlé de ce bistrot que vous avez aménagé. Est-ce que ça a été pour vous, entre guillemets, crève-cœur d'avoir à vous lancer dans un autre type de commerce qui est d'avoir un bistrot, puis de dire, bon, ben là, maintenant, il faut qu'on s'en aille dans la bouffe pour être capable de vendre une autre sorte de bouffe qui est la bouffe du cerveau, là. On n'est peut-être pas d'accord, parce qu'on n'est pas souvent... mais on n'a jamais fait jusqu'à maintenant les choses de cette façon-là. C'est pas crève-cœur, on se dit pas... On l'a fait avec envie, en se disant... Ça a commencé parce qu'on organisait beaucoup d'événements. On avait fait un événement, on avait reçu, dans un débat resté célèbre chez Olivieri, on avait reçu M. Charles Taylor, qui était venu, et il y avait dans notre librairie qui était sur la rue Gatineau tellement de monde que les services de police et de pompiers sont venus et ont annulé l'événement. Et on s'est dit à ce moment-là, vraiment, nos événements attirent tellement de monde, on déménage et on va trouver un lieu. Et au début, on voulait faire un petit café où on va organiser des événements. Et c'est comme ça, c'est dans cet esprit-là qu'on l'a fait. Et l'idée, c'était toujours d'organiser des événements autour d'un livre. On n'organise pas des événements, nous, comme ça, là. C'est toujours autour de la parution de nouveautés. Et pour ça, l'événement est toujours l'opportunité pour nous, ou une autre façon pour nous, de parler du livre, de faire parler du livre, de faire connaître le livre. Et c'est sûr que des gens qui viennent à la librairie, qui assistent à un événement pendant 1 heure et qui est suivi d'une discussion, je peux vous dire que la réaction avec le livre après est tout autre que si le livre est sur une table et que personne ne vous dit rien. Pour revenir au bistrot, on a voulu faire le bistrot un peu à l'image de la librairie, c'est-à-dire, comme dit Yvon, c'est des produits locaux. Donc, il y a toute une idée de convivialité. On est un lieu, on a toujours dit, et les gens, c'est la remarque qu'on a le plus souvent, on est un lieu. Et ça non plus, ça n'existe pas sur Internet, un lieu. Les gens se sentent bien dans la librairie, se sentent bien dans le bistrot. Et il y a un effet d'échange, évidemment. Financièrement, ça nous a aidé, le bistrot. Et en plus, la clientèle, on sait que le chiffre d'affaires, après 1h30, puisque le midi, c'est plein, le chiffre d'affaires augmente beaucoup. Donc, on fait aussi faire des achats impulsifs. Quand les gens sortent de dîner pour rentrer au bureau, ils partent avec des piles de livres presque à tout coup. Donc, pour nous, c'est quelque chose qui va ensemble. Ça serait plus dur pour nous de vendre des disques ou d'autres objets parce que, d'une part, ça prend une connaissance qu'on n'a pas. On ne pourrait pas le faire aussi bien que ce qu'on fait. Je voudrais revenir un point sur ce que Rina a dit. C'est vrai que les grandes heures d'affluence au bistrot, c'est aussi les grands moments de vente dans la librairie. Donc, il y a un impact direct pour nous sur la vente du livre. L'activité du bistrot a un impact direct sur la vente de livres. Vous avez été obligé d'être imaginatif. Ma dernière question, avant de passer la parole à mon collègue, est-ce que vous croyez que c'est la seule et unique solution, celle du prix unique aussi? Le gouvernement doit arriver avec d'autres solutions ou une autre solution qui est urgente dans ce dossier de l'avenir des librairies indépendantes? Pour nous, c'est pas l'unique solution, c'est la condition de base, je dirais. La première chose qu'on doit faire pour arrêter l'hémorragie. On fait ça. C'est sûr, après, je serai d'accord avec vous quand vous avez parlé tout à l'heure de moderniser la loi ou bien les règlements de la loi. Évidemment, il y a toujours eu une crainte de la part du milieu du livre quand on ouvre la loi parce que la loi
a tellement d'acquis qui sont positifs qu'on a peur de l'ouvrir parce qu'on a peur de perdre ces acquis positifs. On a peur qu'il y ait des pressions, qu'il y ait des lobbies importants qui viennent. Cette loi-là, de mon propre point de vue, elle est absolument merveilleuse, elle est brillante. On donne de l'argent aux bibliothèques, aux librairies et aux bibliothèques, et on a un impact sur tout le monde, jusqu'au lecteur, jusqu'à l'auteur, partout. C'est une loi qui est magnifique. Donc, on voudrait la préserver, mais effectivement la moderniser. Ça va. Monsieur le député de Jacques-Cartier. À mon tour, bienvenue, Olivieri. Toujours, j'associe votre établissement avec le festival Blue Met, parce que c'est vous autres qui font, et alors je suis toujours, au moins une fois par année, client chez vous, parce que c'est toujours, et c'est le genre de choses qu'on voit qu'une librairie peut faire au niveau d'animation d'un grand festival littéraire à Montréal. Alors, et je comprends sur le 11%, moi j'ai compris aussi que c'était les ventes dans les grandes surfaces et pas la part de marché des best-sellers. Vous avez évoqué 80% de ventes vient de 20% de vos titres, plus ou moins, alors j'imagine. Oui, c'est une nuance que je voulais faire avec M. Turgeon avant nous. On fait 80% des ventes sur 20% du stock. Donc, c'est cette partie-là, cette petite partie-là qui, au fond, permet une entreprise. Mais c'est pour la librairie, mais c'est aussi pour beaucoup de commerces de détail. Oui, non, exactement. Mais un petit peu comme le cinéma aussi, j'imagine. C'est ça. Le studio, si un film sur 5 va être un grand succès, ça va supporter les 4 autres qui sont peut-être n'a pas le même accueil critique ou n'a pas le même... Et juste pour avoir... Je comprends la place dans les grandes surfaces, mais... Est-ce qu'il n'y a pas également un effet contraire qu'on évoque souvent Dan Brown? Alors, on va continuer, là, parce que c'est le cible préféré, semblerait, cette année. Mais si j'achète Inferno, grande surface maintenant, et je dis, j'ai jamais lu Dan Brown, c'est la première fois, je vais aller chez vous pour chercher les 4 autres, n'est-ce pas? Parce que la grande surface n'aura pas Da Vinci Code ou Angels and Demons et les autres, alors... Ça peut vous aider parfois aussi, parce que je fais la découverte d'un... Non, parce que si je fais la découverte pour la première fois, un grand écrivain, un best-seller, ça va être uniquement le dernier tome qui va être dans Costco ou Walmart. Alors, une fois que j'ai fait la découverte, parce que il y a également une obligation de rendre les livres le plus disponibles possible. Parce que d'une certaine logique, on peut dire... Ou pourquoi pas interdire la vente des livres dans les grandes surfaces? Au-delà de 9 mois, 10%, si et ça, on va juste dire carrément, il faut être une librairie agréée pour vendre les livres au Québec, point. Alors, on peut dire ça, mais on va l'enlever dans les petites pharmacies, on va l'enlever dans le terminus d'autobus, à l'aéroport et tout le reste. Alors, je dis, je ne fais pas une proposition sérieuse, mais d'une certaine logique, on peut dire... Si on veut avoir le droit de vendre des livres au Québec, il faut être une librairie agréée avec le nombre de titres, le nombre de québécois et tout le kit. On n'est pas rendu là encore. Alors, je ne veux pas freiner non plus le plus grand accès possible des livres partout. Que je peux les acheter dans une pharmacie, je peux les acheter parce qu'ultimement, je veux voir plus de Québécois acheter des livres. Je pense, si on peut grossir le tarte, il y a peu de livres qui sont vendus au Québec, peut-être tout le monde peut sortir gagnant. Alors, comment est-ce qu'on peut créer un climat où c'est pas juste un contre l'autre, mais que le monde peut travailler ensemble? Parce que, ultimement, moi, je veux voir les ventes des livres au Québec augmenter d'une façon importante, parce que je pense qu'au niveau de loisirs, mais également de préparation des citoyens, pour nous aider de comprendre les enjeux fort complexes dans le monde, soit la Syrie, l'Égypte ou... il mille un exemple des situations très difficiles mondiales, que c'est la lecture avant tout. On peut quelques images sur la télévision, peut-être une courte article dans les journaux, mais la Syrie, il faut commencer avec Margaret Macmillan et Paris 1919 et les autres livres comme ça qui peuvent au moins nous commencer de comprendre ces enjeux contemporains. Alors, comment rendre le livre et augmenter le nombre de lecteurs, le nombre de livres vendus au Québec? On a d'ailleurs, on a d'ailleurs une présentation spéciale sur la Syrie depuis un mois. J'aimerais répondre à votre question. Dans votre intervention, j'ai compris deux interrogations, 2 questions. La première concerne, et l'exemple que vous avez choisi est très bon. Vous achetez chez Inferno, chez Costco, et je vais aller après chez Livret acheter les 4 autres. Ce qu'on dit... Excusez-moi qu'il vous reste environ 1 minute. OK, j'essaie de faire vite.
c'est très intéressant ce que vous dites, parce que justement, vous allez acheter chez Costco le livre qui demande pas de travail, qui est facile à vendre, qui dégage des bénéfices, et vous allez venir chez Olivieri chercher les 4 autres titres qui, eux, demandent du travail, qui, eux, demandent du temps, qui, eux, nous coûtent cher. Et donc, l'exemple que vous donnez là, au fond, c'est l'exemple de ce qu'on décrit, c'est-à-dire que ça nous nuit. Vous achetez chez nous ce qui coûte cher à chercher, parce que pour obtenir 4 livres, il faut les avoir en stock, il faut les avoir lus, il faut en faire la promotion, ça coûte cher. Inferno, ça se vend tout seul. Tous les journaux en parlent. La deuxième interrogation que vous aviez, on n'est pas contre non plus, nous, qu'il y ait des livres partout et que le plus de monde possible puisse lire. Et on ne croit pas que les ventes chez Costco, par exemple, vont baisser si les gens peuvent encore jouer d'un rabais à peu près de 10%, que les ventes vont baisser au point que ça va mettre en péril la présence du livre sur les étagères. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez rentré dans le temps qui était alloué à l'opposition officielle. Nous allons maintenant du côté du deuxième groupe d'opposition. Madame la députée de Montarville, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, bonjour, Madame Olivieri, Monsieur Lachance. Je vous écoutais, puis j'ai aimé votre franchise et le fait que vous ayez été si direct lorsque vous nous avez dit ce projet de loi-là, s'il voit le jour, c'est une stratégie pour contrer les mutations. Et si on nous donne du temps, on est capable. Alors, ma question, on parle de ce 11 % de vente de grande surface. Vous, personnellement, quel est le pourcentage de ce 11 % que vous croyez que vous pourriez récupérer avec un projet de loi éventuel, une loi éventuelle? Alors, selon un calcul, si c'est réparti sur l'ensemble des librairies indépendantes, ça veut dire que notre chiffre d'affaires pourrait augmenter de 11 %. Vous considériez que vous iriez récupérer l'entièreté? C'est-à-dire que c'est 11 % par librairie. Ben, on pourrait récupérer... on a donné l'exemple... L'exemple que je donnais, c'était 20 titres. 20 titres par année. C'est pas beaucoup, à 100 là. copies chacun, c'est très peu. Ça serait suffisant pour récupérer, 1%. pour augmenter de 1 % notre bénéfice net. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que le bénéfice brut devient un bénéfice net, vu qu'il n'y a pas de coût associé à ces ventes-là. Et on l'a mis pour ça à vingtaine de livres, c'était pour illustrer, parce que c'est très dur de faire des calculs sur quelque chose comme ça. Et c'est une des problématiques de cette discussion aussi, c'est que c'est difficile d'évaluer le nombre de ventes que vous allez regagner, qui ne seront pas, par exemple, dans une librairie à grande surface, mais qui seront vraiment des ventes faites en librairie. Mais c'est pour ça qu'on a fait le portrait le pire, en se disant, tiens, on va regarder, ne serait-ce que 20 livres, ça nous aide. Alors moi je pense sincèrement qu'on va en avoir plus, mais au pire, là, on ne récupère qu'une 20 ou 25 titres, c'est déjà une augmentation de notre bénéfice de 1 %. Maintenant, ma question, donc vous dites cette stratégie-là va nous aider à contrer les mutations. Si on nous donne du temps, on est capable, pas juste du temps, de l'argent aussi, de toute évidence, parce qu'avec cette marge que vous auriez dégagée, est-ce que, financièrement parlant, de combien avez-vous besoin pour justement vous adapter à cette mutation? Est-ce que c'est suffisamment d'argent? Vous l'avez calculé, par exemple, pour une librairie comme chez vous, ça vous coûte combien? Vous arrivez à faire une saine compétition à ce marché qui s'en vient, qui défile sur nous, qui est le marché du livre électronique et l'achat en ligne? C'est extrêmement difficile à dire. Je ne pense pas qu'on peut imaginer aujourd'hui faire une saine compétition à Amazon. Donc, on est dans se maintenir, voir les mutations de lecture du livre, d'achat. On ne sait pas. Je pense que ni nous ni vous savons de quel côté ça s'en va. Mais il est sûr que ce qu'on ne veut pas, c'est que ce soit, même s'il y a des transformations dans les modes d'apprentissage, dans les modes de lecture, dans les modes d'achat, il ne faut pas que ce soit des multinationales qui décident laquelle de ces mutations va rester. Et c'est ça qu'on demande, du temps pour que nous soyons là et qu'on puisse découvrir à notre manière au Québec, à une échelle de quartier, de petites villes et de régions, qu'est-ce qu'on veut, comment on veut que le livre se développe. Mais on disait, il faut, si on augmente de 1 % notre bénéfice, là, nous, on se donne les moyens de continuer à faire ce qu'on fait. En ce moment, on travaille avec des libraires, avec un collectif, mais de notre côté aussi, on a un site qu'on est en train de mettre sur pied. Ça fait 1 an qu'on est obligé de retarder parce que
on est de l'autre côté toujours obligé d'éteindre les feux, de courir comme des fous. On est ralenti dans notre développement. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolée. Merci beaucoup, Mme Olivieri, M. Lachance. Nous allons suspendre quelques instants pour permettre au prochain intervenant de prendre place.